Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Camarades, épisode 15. Très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui 3 camarades engagés dans 3 partis différents. Bonjour Oriane, merci d'être présente, engagée à Génération S chez les jeunes de génération et néo-féministe. Davy, engagé chez les jeunes écolos, militant chez les jeunes écolos et engagé au planning familial et également aussi dans une association qui te tient particulièrement à cœur. C'est ça Davy ? Oui, tout à fait, bonjour. On en parlera très certainement, c'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. J'imagine que tu auras des choses à dire puisque c'est une association, c'est bien ça, qui s'appelle Young and Safe ? Oui. Très bien, merci d'être là. Et Charles, qui est déjà venu, engagé au Parti Socialiste et qui a l'Europe comme sujet de prédilection et comme engagement particulier. Merci Charles d'être là. Merci à toi. Bon, avant de parler de nos sujets du jour, on va faire un petit point d'actualité comme on le fait d'habitude. On va juste prendre un sujet d'actualité, qui est un sujet qui est quand même assez intéressant pour nous engagés à gauche. C'est ce qui se passe du côté du Rassemblement National, Front National, on l'appelle comme on a envie, par rapport au maire de Fréjus, David Rachid, là, et les révélations qui ont été faites dans un livre qui s'appelle Les Rapaces, si je ne me trompe. Et ce week-end, parce que vous le savez, on enregistre le dimanche et diffusé le mardi, ce week-end, le Rassemblement National a affiché une nouvelle fois son soutien au maire de Fréjus. Qu'est-ce que ça dit pour vous du Rassemblement National, de leur méthode, Oriane ? Le Rassemblement National a des méthodes dégoûtantes, j'ai envie de dire, que ce sont des escrocs, des personnes qui, malgré toutes leurs tentatives de montrer voilà un bon esprit, des cravates, un ton affiné, un beau sourire et une politesse certaine, ce sont des personnes aux méthodes douteuses, il faut le dire, qui ont un héritage immonde dans l'histoire. Je pense qu'il faut pas avoir peur de le rappeler. L'extrême droite est dangereuse, l'extrême droite est haineuse. Ce sont des personnes à combattre, quand bien même leur attitude nous laisserait penser que ce sont des personnes respectables, capables de gérer des collectivités, de représenter des personnes. Évidemment, c'est compliqué d'arriver dans n'importe quel territoire et d'avoir pour seul argument de dire l'extrême droite est méchante, l'extrême droite déteste les gens. Je pense pas que ce soit un discours à déployer parce que je pense pas que ce soit un discours qui s'entende, ça se voit. La preuve étant que l'extrême droite, malgré tout ce qu'on en pense, fait des scores exceptionnels à certaines élections. Je pense à l'élection présidentielle, je pense aux élections européennes, notamment celles qui arriveront très prochainement en 2024. L'extrême droite est déjà assez haute dans les sondages, donc ça veut dire que pour nous, militants de gauche, puisque c'est aussi la question que tu posais, on doit avoir la lucidité, je pense, de voir l'extrême droite telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un courant idéologique qui est certes très dangereux et qui est en même temps très normalisé, ce qui renforce évidemment sa dangerosité. Et ça veut dire qu'on a un travail peut-être supplémentaire à faire à gauche pour essayer de démontrer à quel point l'extrême droite est inappropriée pour répondre aux besoins des gens. Mais ça nécessite, je pense, une réinvention de notre manière de militer et de lutter contre elle, puisque jusqu'à présent, ça n'a pas forcément toujours porté ses fruits, vu la force qu'a ces partis, puisqu'elles sont évidemment plusieurs. Donc on a beaucoup à travailler, je pense, et à réinventer pour réussir à décrédibiliser et rediaboliser peut-être l'extrême droite. Moi, c'est ce que je pense, mais c'est quelque chose qu'on ne réussira à faire que collectivement. Merci Oriane, c'est très intéressant ce que tu dis et c'est très juste et c'est ce que nous essayons à notre humble niveau de faire dans le podcast Camarades, c'est de faire d'une certaine façon un rééquilibrage entre cette communication de dédiabolisation et les faits qui sont là et que personne ne peut contester. Charles ? Bonsoir. Oui, alors sur cette question, déjà je souscris totalement à ce qu'a dit notre camarade Oriane juste avant. Moi je crois que ce qui est extrêmement important aussi, et là je m'adresse vraiment aux citoyens. Je vous dis vraiment,
enfin, comme dit Oriane, c'est très compliqué aujourd'hui de diaboliser à nouveau le Rassemblement national parce qu'il s'est extrêmement dédiabolisé ces derniers temps. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de vous dire que j'ai vraiment envie de lancer un appel aux citoyens. Déjà, je veux lancer un appel à la participation parce que souvent l'extrême droite, elle emporte dans des élections où la participation est faible. Donc, j'ai vraiment envie de dire aux personnes, euh, allez utiliser votre bulletin de vote face à l'extrême droite. Toujours. Face à l'extrême droite, toujours utiliser un bulletin de vote et toujours voter pour quelqu'un, un candidat républicain en face, même si c'est un petit parti, même si ce sont des mouvements citoyens locaux, etc. Mais toujours, il faut toujours voter face à l'extrême droite. Je pense que c'est extrêmement important et je pense que nous aussi, on a une responsabilité à gauche de faire ça. C'est-à-dire qu'à gauche, quand on a un candidat de la droite dite républicaine modérée, face à quelqu'un de l'extrême droite, et ben oui, même si ça nous fait pas plaisir, il faut aller voter au second tour, il faut aller voter pour ce candidat pour faire battre le candidat d'extrême droite. Et ensuite, l'appel que je voulais lancer juste à l'instant, et je terminerai là-dessus parce que j'ai pas envie d'être trop long, c'est mon appel, c'est vraiment aux citoyens, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, allez regarder les votes de l'extrême droite, notamment, puisque tu l'as rappelé, au Parlement européen, mais aussi dans les conseils départementaux, dans les municipalités, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition. Renseignez-vous sur ce que vote l'extrême droite, regardez les textes qu'ils déposent, et vraiment, je veux vous dire, même si pour certains, vous avez peut-être un jour déjà voté pour l'extrême droite sans grande conviction mais par colère, je peux vous dire que si vous regardez de manière très cohérente les textes qui sont proposés et ce qu'ils votent, je peux vous assurer que vous serez de très 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 nombreux Français à vous dire mais en fait je ne veux pas voter pour des gens qui ont de telles idées. Donc moi j'ai envie de dire soyez curieux, vraiment ayez cette curiosité. Alors c'est pas forcément glamour, c'est un peu pénible, il faut aller sur le site des mairies, il faut aller sur le site du Parlement européen, sur le site de l'Assemblée nationale et regarder les amendements, etc. Mais franchement, je vous dis, ayez cette curiosité de faire cette démarche-là parce que très souvent entre les paroles et les actes, il y a une énorme différence et aujourd'hui, je crois, à titre personnel, que l'extrême droite en France, c'est beaucoup de communication et beaucoup de duperie, notamment sur les sujets qui tiennent aux Français, c'est-à-dire l'inflation, la vie chère, les problèmes de sécurité. Et en fait, en réalité, si vous allez vraiment chercher leurs textes et vraiment voir ce qu'ils votent quand ils ont des responsabilités ou qui sont élus, et ben vraiment vous allez voir que c'est une supercherie. L'extrême droite est une supercherie. Je suis désolé de le dire, mais il faut le répéter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Merci Charles. C'est quand même assez intéressant et puis ça fera le lien très certainement aussi avec notre sujet du jour parce que on sait que le Rassemblement national et notamment Marine Le Pen a eu des changements de position vis-à-vis de certains sujets qu'on peut appeler sociétaux mais qui sont quand même assez intéressants comme l'IVG. Je crois que l'inscription dans la Constitution, il y a eu un changement de position, la PMA, le mariage pour tous, enfin voilà, tout ça, on sent bien que le RN peut-être essaie d'être dans des postures un petit peu politiques, mais les représentants du RN aujourd'hui, les élus sont quand même héritiers d'une certaine façon de faire de la politique du Rassemblement national, du Front national avant, qui était quand même énormément contre toutes ces avancées sociales et sociétales. Davy, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis complètement d'accord avec ce que les deux camarades ont dit avant, c'est-à-dire que on assiste entre guillemets depuis maintenant quelques années à la dédiabolisation du Rassemblement national et ça passe par les éléments que tu as dit, notamment sur les questions IVG, mariage pour tous, etc. On voit quand même Marine Le Pen revenir un peu sur les propos qu'elle avait pu tenir ou que son parti avait pu tenir par le passé, notamment sur le fait qu'elle retirerait aucun droit aux Français, etc. Sur l'IVG, on voit que ses propos, c'est plutôt de l'ordre de il n'y a pas de menace aujourd'hui, enfin tous les arguments pour dire qu'il n'y a pas besoin de le constitutionnaliser par exemple. Et du coup moi je pense que, et puis vous l'avez très bien dit juste avant, mais on a tout un enjeu pour montrer le vrai visage du Rassemblement national, et ça passe par effectivement aller regarder leur vote, mais surtout ne pas normaliser par exemple leur participation à des marches sur l'antisémitisme. Je vois par exemple même la majorité présidentielle en l'occurrence, aussi peu d'accord pourrais-je être avec eux, avait quand même eu des prises de position en disant, notamment Olivier Véran, sur
la, la honte que ça pouvait être de laisser le Rassemblement national participer à cette manifestation, et en l'occurrence il a reçu une vingtaine de menaces de mort. Donc je reviens sur ce que tu disais un peu au début sur leurs méthodes. Leurs méthodes, elles n'ont jamais changé, elles sont toujours aussi violentes, et leurs propos pareils. Merci Davy. On va passer à la première partie véritablement de ce 15e épisode du podcast. C'est quelque chose qui est très intéressant puisqu'il y a quelques jours, le rapport de la CIVITSE pour lutter contre, j'espère que je prononce bien, mais si je prononce mal, il faut me reprendre, pour lutter contre l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants a été publié. Alors pour remettre un petit peu dans l'historique, avant de passer la parole à Oriane pour qu'elle nous en parle, le 23 janvier 2021, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Sujet très très lourd, et on a aussi le sentiment qu'on n'en parle pas assez, que c'est un débat qui ne s'empare pas assez des débats, on peut le dire comme ça, nationaux et même au niveau local. Et ce rapport qui a été officiellement remis, un rapport final, vendredi dernier, et qui comporte 82 préconisations. Oriane ? Sur la civisme, je crois que la première chose à dire, ce serait d'abord de les remercier, mais du fond du cœur, pour tout le travail que cette équipe, que toutes ces personnes, que cette institution et toutes les personnes qui ont témoigné auprès d'elle ont fait depuis 3 ans. Mais je sais pas si on se rend compte à quel point c'est un travail colossal et inédit d'avoir réussi à recueillir enfin la parole dans un moment aussi important, puisque c'était effectivement après la parution du livre de Camille Kouchner sur l'inceste euh, révélé dans sa famille subi par son frère. Donc c'est vraiment un travail essentiel qui a été fait, et il y a un avant et un après, c'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse retourner à l'époque avant civisme. Ça a créé quelque chose qui n'avait jamais existé jusque-là, qui est une prise de conscience sur la culture de l'inceste. Je pense qu'il faut aussi insister sur cette expression. Moi, je suis féministe, je suis accoutumée à l'expression culture du viol. C'est quelque chose qu'on commence pas mal à entendre. C'est quelque chose d'accepté maintenant dans les milieux un peu militants et dans les milieux qui s'intéressent aux questions ne serait-ce égalité femmes-hommes. De la même manière qu'il y a une culture du viol, il y a une culture très spécifique à l'inceste, et la Civis a réussi à mettre le doigt dessus, à créer un lieu d'écoute, et ça c'était fondamental, un lieu d'écoute pour toutes les personnes qui ont été victimes de violences dans leur enfance. On rappelle que c'est quand même 160 000 personnes, 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Je crois que le nombre d'adultes qui ont été victimes dans leur enfance se compte par millions. Enfin, c'est vraiment ouais, c'est juste dingue, et rien que d'en parler. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me met juste la chair de poule, en fait, de parler de tout ça. Et la Civis a réussi ce travail de créer un lieu d'écoute pour toutes ces personnes qui jusqu'à présent avaient été enfermées dans le silence par leur famille, par les personnes qui avaient commis ces violences, puisqu'on sait que le silence, la silenciation, c'est un des modes de la stratégie de l'agresseur, et par la société tout entière qui est totalement complaisante et qui encourage même dans sa culture, dans son cinéma, dans ses œuvres culturelles, dans ses discours politiques, l'inceste. Moi, j'aimerais juste rappeler un petit point, c'est le portrait présidentiel d'Emmanuel Macron, qui est dans toutes les mairies de France, qui est dans toutes les institutions publiques. Il y a un livre d'André Gide sur la table. André Gide, il est quand même reconnu pour participer à cette culture de l'inceste en France. Donc, on baigne dedans depuis toujours. Donc, ce travail, il est remarquable, il était nécessaire. Et c'est pas seulement des recommandations techniques. Moi, je salue évidemment les recommandations techniques qui ont été faites. Je pense que les autres pourront aussi en parler. La question de l'inprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs, la question du parcours de soins, du questionnement systématique. Il y a plein de mesures qui sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Mais c'est surtout le travail culturel et politique qu'a réussi à faire cette institution indépendante de doctrine, de vraiment réussir à dérouler une culture de la protection à l'opposé de la culture actuelle qu'on a, où on accepte en France collectivement de laisser passer sous nos yeux des enfants victimes, et ça ne dérange personne jusqu'à présent. Donc moi je salue énormément le travail de la Civis, et j'espère qu'il pourra continuer. On a eu quelques indications là-dessus, mais j'espère qu'il pourra continuer dans cette même dynamique de créer une culture de la protection en France, parce que les enfants sont des personnes qui ont besoin d'être protégées. Merci Oriane. Pour rappel, une information, travail colossal, un rapport qui tient en 600 pages, coprésidé
par Édouard Durand, magistrat, et Nathalie Mathieu, travailleuse sociale. Ce qui est intéressant aussi par rapport à la discussion qu'on va avoir, qu'on ouvre et qu'on va enchaîner sur plusieurs dizaines de minutes, et moi c'est quelque chose qui me tient à cœur par rapport au podcast Camarades, c'est que à gauche, quel que soit notre engagement politique, quel que soit si on est élu ou pas, élu local ou élu national, représentant de mouvement au niveau local ou au niveau national, quel que soit son territoire, quel que soit son parti politique, nous devons nous retrouver sur des causes et des combats qui sont nécessaires, utiles. Et nous, en tant que jeune génération, on doit arrêter c'est ce que tu disais, Oriane, on doit arrêter de mettre la poussière sous le tapis et de nous emparer des vrais sujets. Et des sujets lourds, douloureux, qui cassent des gens, qui détruisent des psychés. Et il faut qu'on ouvre ces boîtes-là pour dire maintenant ça suffit. La parole doit se libérer et le travail doit être fait. Charles? J'adhère beaucoup à ce qu'a dit Oriane et ce que tu viens de dire, Baptiste. Moi, j'ai même envie d'aller plus loin. J'ai envie de dire que c'est une question essentielle qui doit même rassembler au-delà de quelques gauches. Je pense que c'est une question qui doit rassembler tous les républicains. Et je pense que sur ce genre de sujet, on a besoin d'avoir des lois à l'unanimité. Et moi, ce que j'aimerais souligner, c'est à quel point ce sujet, mais c'est loin d'être le seul, a été, comme tu viens de le dire, Baptiste, mis sous le tapis pendant des années. Il faut quand même se souvenir que la loi qui a permis de ne plus apporter la preuve d'un acte incestueux en France, elle a été faite en 2010. C'est l'article 222, je sais plus lequel c'est, mais c'est dans les articles 222 du Code pénal. Mais c'est une loi qui date de 2010, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est dire à quel point, pendant des années en France, on a culpabilisé, jusqu'en 2010, on a culpabilisé les victimes en leur demandant d'apporter la preuve sur des actes incestueux qui généralement du coup se déroulent dans des cercles privés familiaux où il n'y a que très peu de moyens d'apporter des preuves, puisque chacun le sait et les auditeurs qui nous écoutent le savent parfaitement bien, que la famille, généralement, c'est le cercle le plus privé. Généralement, c'est des choses parfois qui se passent au sein même des foyers. Ce sont des endroits privés, dans des lieux privés où il n'y a pas forcément de témoins, où il n'y a pas de caméra, où il n'y a pas, enfin, ce n'est pas comme, je ne sais pas, des actes commis sur la voie publique ou dans une école ou dans une administration où là, on peut éventuellement avoir davantage de témoins. Donc déjà, je pense qu'on a besoin de se rendre compte à quel point 2010, enfin vraiment moi ça me hante. J'avais 12 ans, de se dire que avant ça n'existe, enfin c'est pas que ça n'existait pas, mais c'est que avant on demandait aux victimes de prouver, et que du coup en fait cette culture dont parlait Oriane, oui, elle a existé et elle existe encore malheureusement, puisque comme je vous ai dit, 2010, enfin je sais qu'aujourd'hui ça nous semble d'être assez loin, puisque maintenant nous sommes bientôt en 2024 et que on est loin de ces années-là. Mais en réalité, dans l'histoire de France, c'est très récent. C'est très récent et ça devrait nous inquiéter. Surtout que Oriane a dit tout à l'heure qu'il y avait qu'elle pensait que ça se comptait en millions, et elle a tout à fait raison. Il y a plus. Enfin, là, j'ai des chiffres qui datent de 2020, donc c'est pas non plus des chiffres à jour. Donc mes chiffres sont peut-être périmés et vieux, mais on parle quand même de plus de 6,7 millions de Français qui déclarent avoir été victimes d'inceste. C'est quand même un chiffre assez considérable, qui veut bien dire qu'on ne parle pas d'un micro-phénomène, on ne parle pas que de quelques cas, non, on parle de quelque chose qui manifestement traverse des pans entiers de la société française. Juste pour donner une idée, ça veut dire que c'est presque un Français sur 10. Ça veut dire que quand vous allez au travail, quand vous allez dans la rue, vous croisez 10 personnes, et on en croise tous 10 personnes, y compris d'ailleurs dans des territoires assez reculés, 10 personnes, on en croise très facilement 10 personnes dans sa journée. Ça veut dire qu'il y en a moi, une sur ces personnes sur ces 10 qui a été victime d'inceste. Donc moi je veux aussi souligner le travail qui a été fait par les associations. Je pense qu'il faut aussi souligner le travail des aides sociales, de toutes ces personnes, ce sont des métiers qui sont souvent en plus, comment dire, ce ne sont pas des métiers qui sont assez valorisés dans nos sociétés, et je parle pas que d'un point de vue salaire, je parle d'un point de vue statut social. Aujourd'hui, dans la hiérarchisation des normes de notre société, désolé de le dire, mais
je le dis comme je le ressens, c'est mon ressenti personnel. Aujourd'hui, un entrepreneur est mieux valorisé qu'une assistante sociale. Alors que pourtant, je crois, à titre personnel, que l'assistante sociale euh, va mener un travail bien plus précieux à notre société, euh, notamment sur ces questions-là. Et je pense qu'il y a aussi un autre sujet qui n'a pas tout à fait été évoqué encore et qui est important de évoquer, c'est aussi la surreprésentation féminine des victimes d'inceste. Et là, je crois que euh, là encore, il faut avoir un rapport au temps un peu plus élargi et se revendiquer de l'histoire et se souvenir que les droits des femmes en France sont quand même quelque chose qui est relativement tardif. Je rappelle quand même qu'il y a des pays, je pense notamment à la Turquie, où les femmes ont obtenu le droit de vote bien avant les Françaises. Les Françaises ont dû attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, rien que sur le droit de vote. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les victimes d'inceste aujourd'hui en France sont majoritairement les femmes. Je crois que cela veut dire aussi qu'on doit se réinterroger sur les comportements sociaux et sociétaux. Et ça, ce travail, j'ai envie de vous dire, il est plus que politique, il concerne plus que la gauche. Je crois que ça concerne aussi la société et je crois que ça concerne aussi la manière, et là je m'adresse à nous en tant que citoyens, je crois que ça doit nous interroger sur la manière dont on vit nos relations sociales, quels sujets on aborde avec les personnes, comment on discute, comment on prend des nouvelles des personnes. C'est-à-dire dire un salut ça va, oui ça va bien, on connaît tous cette phrase, on l'utilise à tort et à travers, mais in fine, qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière? Comment on prend soin des uns des autres? Et alors, ça a rien à, ça n'a pas un lien direct avec l'inceste, mais ça peut en avoir un lien, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Moi, je crois aussi qu'on a une révolution, justement pour faire le lien avec ce que je vous dis sur prendre des nouvelles des personnes. Je crois que on a une révolution à faire, c'est sur la santé mentale, parce que les victimes d'inceste, je fais pas une généralité, mais il y en a certaines ou certains qui après vont développer des maladies mentales, qui vont avoir des troubles psychiques graves, et je crois qu'aujourd'hui la révolution de la santé mentale, là encore, on ne l'a pas faite dans notre pays, c'est encore considéré comme le parent pauvre de la médecine, c'est encore considéré comme un sous-sujet annexe. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, réveillons-nous en tant que société, mais vraiment en tant que société, et essayons de reconstruire nos normes sociales, parce que nos normes sociales d'aujourd'hui ne sont plus du tout compatibles avec tout le système juridico-politique qu'on a, mais aussi notre système social. Et donc voilà juste ce que je voulais dire rapidement. Merci Charles. Merci Charles. Avant de laisser la parole à Edevi pour continuer notre discussion, quand même assez intéressante, quand on écoute psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, pédopsychiatres, psychanalystes, ils disent tous que toutes les familles en France sont touchées. Toutes. Alors après, il faudrait regarder quel degré en termes de génération. Est-ce que c'est sur 3 générations, 4 générations, 2 générations? Mais tous ces professionnels qui sont quand même en contact de personnes ayant subi des traumas, des conséquences, qui ont transmis parfois à leurs enfants des traumas ou des choses qui n'ont pas été ni dites, des secrets qui ont été brisés, eh bien ça se transmet de génération en génération et ça crée des traumas familiaux et des schémas parfois même qui se répètent. Donc le fait d'en parler, le fait de libérer la parole, le fait de montrer par ce rapport qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des témoignages qui ont été pris, c'est essentiel. Davy, toi qui es engagé dans une association Young and Safe, je rappelle, et elle a été fondée, je ne me trompe pas, par Anissa Maille. Est-ce que tu peux répondre à tes 2 camarades, Oriane et Charles? Alors répondre oui, a priori c'était pas tant des questions, mais effectivement Young and Safe, ça a été créé par Anissa qui sur les réseaux sociaux a fait un peu un cri d'alerte vu qu'elle était animatrice dans des centres aérés et qu'elle a été témoin de l'embauche d'un homme qui avait été
qui avait déjà un peu des casseroles aux fesses sur ces sujets-là, et du coup elle a essayé tant bien que mal de le faire sortir de cette structure, puisque a priori il était plutôt dangereux pour les enfants, et a subi du harcèlement par rapport à ça, etc. Donc ça a été hyper compliqué, et c'est ça qui a fait qu'elle a créé l'association. Aujourd'hui, l'association qui s'appelait avant le MeToo Animation, du coup pour les victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'animation, elle a changé un peu d'échelle. L'idée c'était de trouver un nouveau nom pour pouvoir traiter un peu plus que la question de l'animation, notamment la question de l'aide sociale à l'enfance, donc toute la protection de l'enfance, et des violences subies par les enfants de manière générale, et notamment l'inceste, d'où le lien avec la Civise également. Et en fait, on se rend compte dans la création de cette association-là qu'on se heurte à énormément de difficultés d'engagement, pas tant parce que les enfants seraient un sujet second, etc., même si c'est quand même l'un des propos qu'on tient le plus, mais plus parce que ils sont quand même mis au second plan, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez à à l'Assemblée nationale, on a une délégation des droits des enfants qui a été mise en place. Au Sénat, on n'en a pas. Les arguments qui étaient sortis pour ne pas avoir de délégation au Sénat, c'était on n'en a pas besoin, c'est déjà occupé de manière transversale par toutes les commissions ou délégations, et du coup, ça en fait un autre sujet. Également, le livre de Lies Loufoque, qui était aussi un militant, qui est aussi un militant pour les droits des enfants, qui s'appelle Si les enfants votaient. Il montre bien aussi ce problème-là, c'est-à-dire que comme les enfants n'ont pas de droit de vote, les politiques, elles sont pas adressées à eux. Et du coup, on a tous ces sujets-là qui s'entrecroisent, c'est-à-dire que ce soit la question de l'inceste, de la protection de l'enfance, ou de toutes les violences qu'on fait subir aux enfants, mais aussi de la manière dont on réfléchit de manière plus philosophique ou théorique au sujet des enfants. Elle est à repenser en tout cas. Oriane, ce que tu disais tout à l'heure, je veux bien qu'on y revienne un petit peu dessus par rapport à la méthode de ce rapport-là et du travail qui a été effectué. La commission indépendante, est-ce que c'est pas aussi une bonne façon de lever des tabous et de montrer des situations réelles avec une certaine franchise? On connaît au Sénat et à l'Assemblée nationale les commissions permanentes, spéciales, d'enquête, mais là quand même cette commission indépendante, elle a permis, tu en parlais hein, à juste titre tout à l'heure, a permis de recueillir près de 30 000 témoignages lors d'auditions par téléphone, par écrit et aussi par l'intermédiaire d'un questionnaire en ligne. Je crois qu'il y a eu aussi quelques réunions publiques qui ont été organisées partout en France. Oriane? Tout à fait. Si c'est possible, avant de répondre à cette question, j'aimerais Bien sûr, je rebondir t'en prie. en lien avec ça à deux choses qu'a évoqué Charles sur la question de l'inceste qui me semble essentielle et qui permettent aussi de comprendre la suite. Le premier point, c'était il faut que la parole se libère. Euh, les enfants, ils parlent. Les enfants, ils parlent. Ils disent ce qui leur est arrivé. Ou leur corps parle. Parfois, ils vont pas poser les mots, mais parfois, ça va être un enfant qui, pendant plusieurs années, va faire de l'énurésie, c'est-à-dire qu'il va se faire pipi dessus, en gros, quand il dort. Et ben ça veut dire quelque chose. Et en fait, on a un enjeu à nous libérer notre écoute vis-à-vis de ça, parce que les enfants, ils parlent. Ils ont toujours parlé et ils sont en mesure de dire il y a quelque chose qui va pas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils se confient le plus souvent à leur mère. C'est souvent les mamans qui sont les premiers interlocuteurs de confiance des enfants. C'est c'est un constat chiffré que fait d'ailleurs la Civise, pas dans son dernier rapport, mais dans le précédent qui était sorti. Et là-dessus, même sur ça, on a un enjeu de protection parce que les mères qui essayent du coup de protéger leurs enfants qui ont dénoncé des violences subies, que ce soit par un parent ou au-delà, parce que là on parle inceste, mais je rappelle que la civisme c'est aussi ces violences sexuelles faites aux enfants au sens large, et ça peut être un professeur, ça peut être un médecin, ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage proche, c'est pas que la famille non plus. Dans le milieu du C'est sport important, aussi, je hein. pense, si dans le milieu du sport évidemment. Enfin, Beaucoup. on a entendu différents types de témoignages et je tiens juste à le rappeler parce que c'est pour les personnes aussi qui pourraient même écouter ce qu'on dit là. Il y a une violence supplémentaire, je pense, à ne pas nommer ce qui peut être leur vécu à elles. Donc ça, c'était le premier point, c'est que les victimes parlent et comme l'a très bien dit Charles, effectivement, la plupart des victimes sont des filles, la plupart des agresseurs sont des garçons. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit clairement quelque chose en termes
de domination de genre. Et ce qui est très spécifique à l'inceste et aux violences sexuelles faites aux enfants, c'est que c'est à la croisée entre ces dominations de genre et c'est à la croisée entre ces dominations d'âge, parce que la plupart du temps, c'est quand même une personne majeure qui va commettre ça sur un mineur, même si ça peut avoir lieu entre deux personnes mineures. Mais même dans les cas où ça a lieu entre personnes mineures, c'est toujours une personne plus âgée, même d'1 an, même de 2 ans, sur une personne mineure. Il y a un truc de tu es plus petit que moi, tu es plus jeune que moi, je vais te dominer, je vais t'oppresser, je vais te violenter et je vais passer par le registre euh, entre guillemets du sexe, mais j'aime pas beaucoup cette expression parce que la violence sexuelle c'est de la violence, c'est pas du sexe et c'est important de le dire aussi. Donc voilà, c'était les points par rapport à Charles et par rapport à l'indépendance de la commission pour revenir sur ta question plus spécifiquement. Je pense que ce qui est vraiment intéressant avec la Civis, au-delà du côté effectivement indépendant par rapport aux commissions d'enquête comme tu as pu le dire, c'est que c'est pas seulement un organe de recherche de recommandations, c'est un lieu indépendant et d'écoute qui n'est pas un lieu associatif, qui est un lieu qui a été créé par la puissance publique. Donc ça veut dire qu'une personne qui s'adresse à la Civis pour raconter son histoire, elle est quelque part entendue par la puissance publique. Et ça c'est important parce que actuellement la justice est incapable de reconnaître les victimes parce qu'elle est incapable de reconnaître qu'il y a eu des agressions parce que les preuves sont difficiles à apporter, parce que par le fait de l'amnésie traumatique, une personne victime peut mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans, même si c'était plus parfois, à réaliser pour elle-même, même si généralement c'est quelque chose qui est pas totalement oublié, qu'elle a été victime. Et à partir de là, en fait, c'est impossible de prouver. Enfin, mais ça, c'est le cas pour quasiment toutes les violences. Voilà, la justice actuellement ne permet pas la condamnation des auteurs et donc ne permet pas la reconnaissance des victimes. Et ça, c'est important. Et ce que la Civise, en tant qu'institution indépendante, a permis, c'est de créer une sorte de lieu alternatif qui n'est pas la justice, mais qui est un lieu dans lequel les victimes peuvent dire j'ai été entendue par la puissance publique. Donc, j'existe en tant que victime. Je peux être reconnue comme ça. Là, quand je parle, il y a des gens qui disent qu'ils me croient. Et en plus, on peut me protéger, etc. Et c'est super important. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le slogan de la Civise, c'est sur la couverture de ce rapport, c'est «Vous n'êtes pas seul, on vous croit». Et en fait, c'est pas anodin parce que c'est pas une association comme n'importe quelle association. J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a été créé par l'État. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je pense que ça peut nous amener à repenser ces, ces autres espaces alternatifs de prise de parole et de reconnaissance des victimes en tant que telles. Ça a fait beaucoup débat sur pendant MeToo, par exemple, sur le fait que des victimes allaient se rapprocher des médias, par exemple, pour parler des violences qu'elles ont subies. Mais je pense que c'est important de rappeler, voilà, que la justice n'est pas l'alpha et l'oméga de la reconnaissance des victimes. Et ce genre de structure en ça est vraiment importante. Et après, sur leurs recommandations, bah forcément, du coup, ça fait que elles peuvent être l'équipe de la Civise, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque là, son avenir reste quand même incertain, puisqu'on est pendu à ces informations qui ont été dévoilées dans le JDD, mais qui restent assez floues sur l'avenir de la Civise en tant que structure et en tant que doctrine. C'est des recommandations. Voilà, c'est un travail qui est fait spécifiquement là-dessus avec des personnes qui s'y connaissent, avec des experts. On a cité Édouard Durand, Nathalie Mathieu, mais la Civis, c'est encore plus de personnes. C'est des personnes bénévoles. Je pense à Arnaud Gallet, qui a fait la une de Libération l'autre jour et qui est extrêmement militant sur ces questions. Je pense à Muriel Salmona. Il y a énormément euh, de personnes expertes par leur vécu, par leur histoire, par leur travail. Et ça, c'est super précieux dans cette institution. Euh, de pouvoir sur un sujet aussi important, aussi crucial que l'inceste, qui a été à ce point un déni sociétal, collectif, assumé, accepté, d'avoir un groupe, une instance indépendante qui rappelle à l'ordre un peu la société, les pouvoirs publics, pour dire on peut plus fermer les yeux là-dessus. Et il va falloir mettre ça en place, en fait. Et vous avez presque pas le choix, parce qu'en fait, on le doit, tout ce que la Civis recommande, on le doit aux victimes, en fait. On le doit aux victimes qui aujourd'hui sont des personnes adultes et ont été victimes avant. On le doit aux enfants d'aujourd'hui qui sont actuellement victimes et on le doit aux enfants de demain pour que le moins possible il ne reste d'enfants victimes. On leur doit tout, on leur doit absolument la mise en place de ces recommandations qui ont été formulées par la Civis. Le problème, Oriane, de la suite, et c'est là où on met peut-être le doigt et l'accent sur quelque chose de très important. 82 recommandations. Combien vont être gardées? Parce qu'une fois que le rapport
de cette méthodologie indépendante a été remis, qu'est-ce qui va en rester? On a vu, la méthode de... Pardon, on fait un peu de politique aussi, et un petit peu de communication, on est obligé. Mais on l'a vu avec d'autres situations, où il y a des propositions qui ont été jetées, où il y a des engagements qui ont été non tenus. Donc oui, bien sûr que ce rapport-là, il est essentiel, il est nécessaire pour le politique et pour la société, comme tu dis. Mais si le politique ne s'en empare pas, fondamentalement, vraiment, avec une certaine, on va dire même radicalité, où il faut suivre, j'allais dire 100% des recommandations et des propositions, eh bien moi j'ai bien peur que dans 6 mois, on n'en parle plus, tu vois. C'est un peu ma crainte aujourd'hui. 82 propositions, et c'est là aussi la crainte de beaucoup d'acteurs, hein. Combien vont être repris? Est-ce qu'ils vont couper le gâteau en 3, ils vont en garder 2 tiers et ils vont en jeter un tiers? Et est-ce que, et je te laisse la parole encore quelques instants avant de passer à Charles et à Davy, c'est de se dire, est-ce qu'il va pas y avoir un détricotage avec, et c'est ce que tu disais était très intéressant. Quand tu as un certain nombre de propositions qui sont recommandées comme ça, il faut tous les suivre, ou aucune. Mais si tu fais du tri, ça veut dire que tu considères que certaines actions ne sont pas nécessaires ou utiles. Oriane? Moi, je pense que si les pouvoirs publics aujourd'hui ne mettent pas en place les recommandations qui sont faites par la Civise, c'est soit qu'ils n'ont pas compris l'enjeu qu'il y a autour de l'inceste et des violences sexuelles sur mineurs, et c'est super grave, soit qu'ils font passer la petite popole, j'ai envie de dire, leurs intérêts politiques avant ces enjeux-là. Et je crois que c'est presque pire. Et je voudrais rappeler que dans un précédent avis de la Civise, il y a quelque chose de fondamental qu'ils ont pointé, c'est que le fait de ne rien faire aujourd'hui, ça nous coûte, je crois, 9,7 milliards, il me semble, d'euros. C'est-à-dire que les recommandations qui sont faites, toutes les mettre en place, coûteraient moins cher que le fait de ne rien faire comme c'est le cas actuellement. Donc, même les pires arguments, et j'aime pas ces arguments économiques parce que je trouve que quand bien même ça nous coûterait super cher et ça endetterait la France sur des dizaines et des centaines d'années, je Ils trouve sont qu'on le doit aux dégueulasses, victimes les et qu'il faut arguments. absolument le faire. Je n'aime pas cet argument, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est aussi intéressant d'aller dans ce cynisme-là pour leur dire, en fait, là, le fait de ne rien faire, c'est pire que tout ce que vous pourriez mettre en œuvre parce que je sais que voilà, sur la question par exemple du parcours de soins ou du repérage systématique, on pourra nous dire oui, mais ça va être compliqué à mettre en place, comment vous financez? Mais en fait, comment on peut accepter la situation actuelle? Et cet argument, il est cynique. Et je crois que on a besoin aussi de cette forme de cynisme pour réveiller un peu les gens et leur dire, mais en fait, comment peut-il y avoir débat sur le fait de se donner ou non les moyens de protéger les enfants? Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Et donc, soit c'est ne pas prendre en compte l'ampleur de l'enjeu, soit c'est faire passer des petits enjeux financiers et politiques avant. Et je crois que c'est vraiment pire. Enfin, je pense qu'il faut avoir un peu de dignité et comme l'avait dit aussi Charles au début, sur ces questions, on a besoin de dépasser la gauche. C'est quelque chose qui est plutôt fait. Je rappelle que une proposition de loi, par exemple, d'Isabelle Santiago a été votée à l'unanimité récemment à l'Assemblée en deuxième lecture. On a de la chance, c'est quand même des sujets qui, à l'Assemblée nationale, au Sénat, récoltent une certaine unanimité généralement sur les questions de protection de l'enfance. Mais il faut aller au maximum. Enfin, on peut pas, on peut pas mettre en place 2, 3 mesures en faisant le tri comme ça a été le cas sur la loi climat, par exemple. Enfin là, c'est des personnes qui sont en jeu, c'est des personnes qu'on a complètement laissé tomber et on leur doit ça. Je tiens vraiment à cette expression, mais on leur doit ça, franchement. Merci Oriane. Charles et Davy en suivant assez rapidement, comme ça on parlera. Enfin, c'est très important, hein, et prenez le temps si vous voulez, mais on passera un petit peu de temps sur les 2 autres sujets. J'aimerais bien qu'on puisse parler de 2 autres sujets. Charles, pardon, d'abord, et Davy en suivant. Alors, je vais faire très rapidement pour qu'on puisse passer à un autre sujet. Je suis tout à fait d'accord j'apprécie beaucoup ce qu'a dit Oriane et on se complète. Oriane a dit, je veux continuer sur ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait que c'était assez récent d'un point de vue histoire du droit en France, d'un point de vue d'histoire juridique, c'est que faut aussi se souvenir que, pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur la loi de 2010, il faut se souvenir que c'est que en 2016 qu'on a vraiment écrit noir sur blanc dans un code pénal en France le mot inceste, et que c'est que en 2018 qu'on a allongé la période de prescription à 30 ans. Et moi déjà, je pense, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, que déjà en 2018, je pense il y a une erreur politique qui a été faite, c'est que même si ça a été un grand progrès de mettre la prescriptibilité à 30 ans, à titre personnel, je pense que sur ce genre de crime,
il faut de l'imprescriptibilité à vie. Je ne suis pas d'accord pour qu'on dise au-delà de 31 ans après les faits, au-delà de 32 ans après les faits, surtout sur des sujets comme ça, Tu as où tout on à a fait parfois raison, du surtout mal. sur des enfants. Voilà, surtout sur des enfants où parfois les paroles se libèrent tard, ou parfois c'est la parole de personnes qui aujourd'hui sont âgées, qui se libèrent aujourd'hui parce que la société a changé et que quand ils étaient plus jeunes, c'était une autre France, c'était une autre société et ils ne pouvaient pas libérer la parole. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose que m'a dit Oriane, et parce que elle m'a complété et elle m'a reprise et elle avait raison. Elle m'a repris sur l'histoire de l'écoute. Et en fait, elle a raison, parce que j'ai parlé de libération de la parole, mais elle a raison, en fait, c'est la libération de l'écoute qu'on doit avoir, et de l'écoute vis-à-vis de l'enfant de manière plus globale. Et donc là, je vais aller plus globalement, mais je pense que les droits de l'enfant, c'est un combat politique qui n'est pas assez mené. Il y a quand même il y a un docteur polonais à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qui s'appelait Janusz Korczak, je sais pas dire ce nom, je suis désolé, qui est l'un des pères fondateurs des droits de l'enfant, et qui déjà auprès de la Société des Nations, puis ensuite de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, il était décédé, donc ça a été repris par d'autres personnes, mais réclamait une charte spécifique et un droit international pour respecter les enfants. Et en fait, et ça me fait penser aussi au combat de la Britannique Jeb, qui avait fait qui avait fait l'association Save the Children Fund et qui avait fait tout un mouvement autour des droits des enfants, sur l'écoute des enfants, etc. Et même si là je vais un peu plus loin que le sujet de l'inceste, je crois que en effet, Oriane a raison. On a une révolution de l'écoute à faire, et notamment de l'écoute des enfants, et de reconsidérer la place de l'enfant dans nos sociétés, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a des inégalités de traitement entre les majeurs et les mineurs, et j'ai même envie de dire, les mineurs sont souvent peu écoutés, voire pas assez écoutés. Et parfois, je crois que c'est une révolution qu'on doit continuer dans notre société. Là, j'ai cité deux noms de personnalités historiques du combat des droits de l'enfant, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est aussi à nous de reprendre ce combat et de le faire médiatiser pour continuer sur ce que tu disais, Baptiste, tout à l'heure, parce qu'en effet, ce sont des sujets qui, aujourd'hui, on a l'impression qui sont pas assez mis en avant et qui ne sont pas assez mis en avant. Et là, j'en appelle aussi un peu aux journalistes, et ça me fait plaisir de voir que ici sur ton podcast, Baptiste, et je dis pas ça parce que c'est ton podcast et que c'est toi, mais ça me fait plaisir de voir un podcast qui parle de sujets de fond comme ce que tu fais maintenant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ouvre une chaîne de télé d'information en France, désolé de le dire et désolé de taper sur les journalistes, mais moi quand j'ouvre une chaîne d'information ou quand j'ouvre certains journaux papier et que je vois que la moitié des articles, pour ne pas dire les trois quarts, c'est des commentaires de commentaires, ou réagir à la petite phrase 2, ou savoir qu'est-ce qu'a dit un tel, ou de savoir les déplacements d'un tel. En fait, on est plus intéressé aujourd'hui par le superficiel, par des sujets entre guillemets de peinture, que par des sujets de fond. Et ça, c'est un vrai sujet de fond. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, un rapport déposé comme ça sur l'enfant, ça va faire quoi sur une grande chaîne de télé d'information, je dirais pas de nom, ça sera quoi? Un petit encart en bas de l'écran sur une petite phrase en 10 caractères, et ça sera tout. Et il y aura même pas de reportage, il y aura même pas d'interview réelle des personnes qui ont déposé ce rapport, qui seront, je ne sais pas, reçues je ne sais pas, aux 20 heures, comme les grandes personnalités, comme ce qu'on a pu voir, je ne sais pas, sur d'autres sujets. Donc moi, ça me fait peur de voir que c'est toujours les sujets de fond qui sont sacrifiés pour toujours aller sur de la forme et de la cosmétique. Et du coup, oui, je remercie Oriane pour m'avoir repris là-dessus, parce que je crois qu'elle a raison. Il y a une révolution de l'écoute à faire, une révolution du regard à faire, et je crois que aujourd'hui, on n'y est pas, tout simplement. Il y a une évolution considérable à faire. Je parle de révolution, hein. Il y a une révolution médiatique, culturelle à faire qui est énorme. Tu parlais à juste titre des grands médias. Aujourd'hui, quand une affaire sort avec quelqu'un de connu, très connu ou moins connu, t'as toujours deux choses qui sont mises en avant. La première, c'est la présomption d'innocence. Et ça, c'est vrai que en termes de droit, elle est là. Et puis la deuxième, c'est annonce que la personne évoque, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, c'est faux, il délire, il dit n'importe quoi. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'au-delà de l'écoute, il faut qu'on considère une parole ou une certaine parole que l'on n'accepterait peut-être pas culturellement, parce qu'il faut qu'on change notre façon de voir notre société, les traumas, les mots, et on est en 2023, et on a l'impression, tu parlais justement des médias, d'être dans un système
archaïque. Davy, je vais te laisser la parole, mais j'aimerais bien, si tu es d'accord quand même, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce dont on est en train de parler. J'aimerais bien qu'on fasse le lien et qu'on prenne quelques minutes pour parler de notre deuxième sujet. C'est le lien qui peut être établi, qui est établi entre le harcèlement notamment à l'école et de plus en plus de suicides, de plus en plus tôt. Et je crois que pour avoir vu 2-3 prises de parole de psychologues ou de psychiatres, que aujourd'hui il faut faire attention dès l'âge de 7 ans. Dès l'âge de 7 ans, vraiment. Il peut y avoir des vraies alertes. C'est quand même assez tôt. Toi qui es engagé auprès de ce dont on a parlé, l'association et les violences faites sur les enfants, quel regard tu portes sur ça et quel lien on peut faire aussi, même si c'est pas évident, entre notre premier sujet et ce sujet-là? Ouais, bah en plus, ce que je voulais dire allait faire la transition parfaite pour passer sur le Ben c'est sujet un parfait. peu plus du harcèlement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le travail de la Civis, ce qu'il a permis de faire, en tout cas, c'est de mettre en avant ce sujet-là. Vous le disiez tous les deux tout à l'heure. En fait, les gens ne connaissent pas. Il y a un espèce de tabou énorme dans la société sur les violences faites aux enfants. Et du coup, c'est pour ça qu'on leur laisse pas la place. C'est-à-dire que et tout à l'heure je me suis embrouillé dans ma réflexion, mais en fait c'est pas tant la place de la politique des enfants qui est à mettre en question, mais plutôt notre volonté réelle de se questionner sur notre rapport aux enfants. Et du coup le fait que bah c'est hyper dans la domination. Par exemple, on parle d'autorité parentale et non pas de responsabilité parentale, c'est-à-dire que les parents n'auraient pas de devoir envers leurs enfants, mais juste une position d'autorité. Et du coup, la deuxième chose, et ça vient un peu illustrer aussi ça, c'est que on n'arrête pas de dire qu'on écoute les enfants, qu'on veut les écouter. Et Oriane, quand elle dit que la parole ne se libère pas, elle a entièrement raison. C'est-à-dire que ils parlent déjà. Juste, on a fait le choix de ne pas les croire. Tout le temps, on va donner l'intention aux enfants de mentir. Et en fait, ça se montre très bien avec la dernière campagne sur le 119, par exemple. Il y a eu toute une campagne de communication, en l'occurrence la situation qui était décrite, je crois que c'est le 119, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais la situation qui était décrite dans la vidéo de campagne, c'était une petite fille en fait qui subit de l'inceste de la part de son père ou son oncle ou je sais plus qui. Et du coup, c'est hyper grave parce que on fait une grosse campagne sur un numéro d'écoute des enfants, mais en même temps, on leur donne à ces personnes qui sont derrière le téléphone ni formation supplémentaire, ni moyens, puisqu'en fait, le 119, il est surchargé d'appels. Du coup, les gens appellent le SAMU, les gens essayent d'appeler ailleurs. Et ça montre très bien que on a beau faire de la communication sur le sujet et avoir toutes les bonnes intentions du monde, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et effectivement, les 9,7 milliards d'euros, effectivement, je suis pas d'accord sur l'idée d'utiliser cet argument, mais quand on est sur le terrain de l'adversaire, on utilise ces arguments également. Et en l'occurrence, le gouvernement sur ces sujets-là, on comprend pas qu'ils comprennent pas quand on leur parle d'argent. Donc en fait, peut-être que c'est au-delà qu'il faut réfléchir et qu'il y a un réel souci sur le fond et sur la capacité à reconnaître les erreurs de la France et des autres pays évidemment, mais en tout cas de la France sur ce sujet-là. Et ça va, pardon, et ça va du coup avec le harcèlement, c'est-à-dire que le 119, il n'est pas uniquement appelé dans les cas d'inceste, il peut être aussi appelé dans les cas de harcèlement scolaire. Il me semble qu'il y a aussi d'autres dispositifs qui sont mis en place. Pour autant, on entend de plus en plus d'affaires de suicide dans les médias là. Alors il y a aussi des situations, moi j'ai le sentiment, on en parle mais peut-être pas assez. Alors il y a toujours du retard, hein, forcément. On peut dire ça va pas assez loin, mais tu vois par exemple, on sent monter avant le suicide chez les jeunes, chez les très jeunes, chez les enfants, de l'autodestruction ou de l'automutilation ou de l'autoviolence. Et ça dit des choses aussi. C'est-à-dire que ça n'est ni pas d'action vis-à-vis de soi, et ça n'est pas le suicide. Et entre deux, il y a des enfants qui se font souffrir parce qu'ils subissent le harcèlement, tu vois, parce qu'ils subissent des comportements de bourreaux et qui sont enfermés dans cette situation de victime. Ils sont victimes d'ailleurs. Et donc, ils se font du mal. Et ça, tu vois, on le traite pas parce que ça n'est ni rien, une situation normale,
entre camarades d'école. Hein. Et ça n'est pas le suicide. Alors quand il y a le suicide, c'est trop tard. On fait des marches blanches. Ça sort dans les journaux, beaucoup dans la presse locale. On s'indigne, le politique réagit. Mais entre ça, il y a des situations vraiment, et ça on le voit dans la presse quotidienne régionale ou sur les réseaux sociaux, d'autodestruction et d'automutilation. Davy? Ah oui, oui, complètement. Moi, pour le coup, comme je te disais au début, je suis militant au planning familial et nous, on a déjà mis en place l'une des recommandations, bon, on en a mis d'autres évidemment, de la Civis, pardon, sur le dépistage systématique des violences. Et au-delà de l'automutilation des enfants, évidemment, c'est pas un sujet aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que on traite cette question. Très rarement, et encore une fois, je reviens aux recommandations de la Civis, mais sur les centres de psychotraumatisme, etc., il y a vraiment tout un enjeu. Il y a aussi un rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti cette année sur les centres de psychotrauma qui sont littéralement laissés à l'abandon, qui n'ont pas une thune, et du coup, on en revient au sujet de on met pas de moyens dans la santé des enfants. Et du coup, on met pas de moyens non plus pour faire cesser leur souffrance. Et ce que je disais sur le planning familial et le dépistage systématique des violences, c'est qu'il y a aussi des enfants, au-delà du harcèlement, qui ont intériorisé ces violences-là, que ce soit de la part de leurs camarades de classe ou d'école, ou de la part de leurs parents. Moi, je sais que Des il y a violences eu une fois où... intrafamiliales, hein, intrafamiliales. Ouais, ouais, complètement. Il y a eu une fois où on faisait un atelier sur les émotions et du coup, nous, on donnait des situations aux enfants et ils devaient aller chercher une émotion en lien. Et puis, il y a un moment, on leur dit, bah, vous allez juste chercher une émotion de comment vous vous sentez maintenant. Et puis, bon, ils vont chercher tous leurs émotions, c'est des petits dessins. Et il y a sur un des dessins la colère. Non, pas la colère, la peur, pardon. Et en fait, la situation, c'était, oui, si jamais t'as une mauvaise note et que enfin, quand t'as une mauvaise note, c'est quoi ton émotion? Et du coup, il y en a un, c'était la peur. Et nous, on s'est posé la question, évidemment, tout de suite, on capte à peu près pourquoi, mais on essaye de creuser un peu, et c'est l'idée de dire, bah, pourquoi est-ce que avoir une mauvaise note, ça te fait peur? Parce que sur le principe, on parle d'une note sur un papier, etc. Et l'enfant, petit à petit, va parler des violences qu'il subit à la maison, mais va pas les qualifier de violences. C'est-à-dire, bah, je vais me faire gronder, je vais me faire taper, je vais me prendre une fessée. Et là, il y a un enfant qui réagit à ce que le premier enfant était en train de dire et qui dit ah bah toi, c'est une gifle, t'as de la chance, et rigole et il dit moi, elle prend la ceinture, ils prennent la ceinture. Et hyper en rigolant et en disant que, enfin, en considérant, en l'évoquant, pardon, que c'est normal en fait de se faire taper quand on a une mauvaise note. Et du coup, petit à petit, en creusant, on se rend complètement compte qu'il y a rien qui va. Et quand on va voir l'équipe pédagogique derrière pour faire le signalement, on nous dit ah bah pour lui on était déjà au courant, mais pour l'autre merci de nous avoir dit, on va voir. Et en fait, c'est tout, ça s'arrête là. Même les équipes pédagogiques sont pas formées là-dessus, c'est-à-dire qu'elles savent qu'elles doivent faire le signalement. Il n'y a pas d'accompagnement qui est fait par l'enfant. Ils nous ont même raconté que des familles venaient se battre dans l'école, etc. Sur les questions des enfants. Donc il y a la violence aussi renvoyée à ce niveau-là, quoi. Merci Davy, merci également Oriane d'être présente. Je vais y arriver. Je vous poserai dans quelques instants la question rituelle du podcast Camarade. Je vous demanderai quelle est pour vous votre définition, votre vision de la camaraderie. Qu'est-ce que c'est être camarade? C'est la question qui est posée à tous les camarades présents pour la première fois. Charles a déjà répondu quand il est venu la première fois. Mais Charles, je veux bien en quelques minutes, je sais que tu es passionné par ce sujet-là, donc tu vas avoir la tentation de prendre un peu plus de minutes que ce que je te demande. Mais est-ce que, et là je pense qu'on touche quelque chose qui est quand même assez intéressant, est-ce que c'est pas au niveau européen qu'une certaine forme de législation au Parlement européen, est-ce que c'est pas au niveau de l'Europe qu'une certaine volonté politique doit s'exprimer? Charles? Alors, je vais faire très court, parce que tu me demandes de faire très court. Oui, je pense à titre personnel que l'Union européenne n'est pas à la hauteur et ne va pas assez loin dans la protection des droits humains en Europe. Le travail qu'on a fait, même d'ailleurs au Conseil de l'Europe, qui je rappelle est indépendant de l'Union européenne, n'a rien à voir, et qu'on a fait avec la Cour européenne des droits de l'homme,
et sur bien des aspects beaucoup plus protecteur et va beaucoup plus loin que l'espèce de charte de valeurs, etc., qu'on a au sein de l'Union européenne. Donc si on a réussi ça avec, entre guillemets, ce qu'on appelle, entre guillemets, la grande Europe du Conseil européen, pourquoi la petite Europe de l'Union européenne n'arrive pas à aller aussi loin sur ces sujets de protection des droits humains, de protection des droits de l'enfance, etc., etc. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'inertie sur ces sujets-là, d'un point de vue européen, beaucoup de mauvaise volonté politique de la part de tout le monde, peut-être y compris même la France, Manque de et courage. peut-être même, j'ai envie de dire, oui, un manque de courage et un manque de vision de la part de nos responsables nationaux et européens autour de la table européenne, parce que finalement, l'Europe a été cantonnée trop longtemps à une sorte de marché économique où on peut avoir le beurre et l'argent du beurre sans se soucier de comment est fabriqué le beurre et par qui et dans quelles conditions et comment se porte l'ouvrier qui fabrique le beurre. Et je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps de faire une grande révolution à cette échelle-là pour vraiment avoir une Europe humaniste. Mais quand je dis vraiment Europe humaniste, je le dis réellement, c'est-à-dire je ne le pense réellement. C'est-à-dire c'est pas juste un terme pour faire joli, parce que le terme humaniste est un terme joli. Voilà, comme ça je te réponds très rapidement sur le sujet, parce que j'ai pas envie de prendre plus de temps, et comme ça je pense que ma position est claire. Merci Charles d'avoir été présent une nouvelle fois. Et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode du podcast Camarades à l'occasion des élections européennes. J'espère que tu seras là pour parler de ça et de dire aussi que ça n'est pas que d'un point de vue économique qu'il faut que l'Europe agisse et soit courageuse. Davy, quelle est pour toi ta vision, ta définition de la camaraderie? Qu'est-ce que c'est pour toi être camarade? Je pense que la camaraderie, pour moi, c'est un peu le moteur du changement, si on veut parler un peu philosophique. C'est l'idée de la solidarité, la collaboration entre personnes qui, a priori, partagent des idées et surtout des valeurs et principes communs. Et du coup, je pense que c'est le principe de camaraderie qui permet aujourd'hui, en tout cas dans nos milieux politiques, de faire changer la société et de réussir à en avoir une plus juste, solidaire, égalitaire, etc. Merci Davy d'avoir été là et j'espère te retrouver dans un prochain épisode du podcast Camarades cette année ou l'année prochaine pour parler d'un autre sujet ou d'un sujet comme on vient de le faire aujourd'hui qui te tient particulièrement à cœur, dans lequel tu es engagé. Oriane, quelle est pour toi ta vision, ta définition de la camaraderie? Qu'est-ce que c'est être camarade? Est-ce que ce terme te parle? Ce terme me parle, pour moi, ça veut dire partager des luttes communes, tout simplement. Et c'est un mot extrêmement positif qui apporte du bien, surtout dans les moments de trouble, comme c'est le cas actuellement, j'ai envie de dire, parce que ça nous rappelle qu'on est organisé, qu'on est dans un collectif. Et si on milite tout seul, on n'a pas de camarades. Enfin, c'est la belle chose de la camaraderie, c'est le côté, c'est un collectif, on n'est pas tout seul. Il y a des personnes qui partagent notre vision, qui partagent nos combats, qui partagent nos difficultés et sur qui on peut s'appuyer pour mener ses actions. Et c'est ça qui fait qu'on tient aussi dans la durée de pouvoir faire ça collectivement. Donc, moi, j'adore ce mot. Merci Oriane de cette très très belle définition. Merci à vous trois d'avoir été présents. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Camarades. Rendez-vous tous les mardis à 18h. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.